Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un 6e épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animatrices Caroline et Lorena. Et aujourd'hui, nous recevons Samia Dion pour nous parler de l'AMI, donc l'Aide internationale à l'enfance, et plus particulièrement du projet Santé et droits sexuels et reproductifs. Donc, bonjour Samia, ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu, nous parler de ton programme d'études, tes implications, qu'est-ce qui t'intéresse? Oui, je m'appelle Samia Dion. J'étudie à l'Université Laval au bac en affaires publiques relations internationales. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment tout ce qui est international. Donc, j'adore voyager, j'adore apprendre les langues. Puis, j'aime aussi beaucoup les arts. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne dans la vie. Puis ça, tu travailles à l'AMI, en fait, oui. À l'aide internationale à l'enfance. Oui, exact. Donc ça, c'est assez récent, mais ça me passionne vraiment. Je travaille, en fait, avec les communications. Donc, c'est ça. Sinon, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu brièvement qu'est-ce que c'est que l'AMI pour nos auditeurs qui sont pas familiers ou qui connaissent pas l'organisme encore? Parfait, oui. Donc, même moi, j'étais pas vraiment au courant de l'organisation avant d'appliquer. Mais c'est une organisation qui est assez petite. C'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée au Québec par des bénévoles. Donc, l'AMI, ça veut dire Aide internationale à l'enfance. Puis le M qui est là-dedans, c'était initialement l'aide médicale internationale à l'enfance. Puis il y a eu une grande évolution, en fait, dans les objectifs. En fait, la partie médicale, ça faisait partie des bénévoles qui ont fondé cette organisation, cette OBNL. En 1969, il y avait un docteur, puis il y avait aussi Madame Madeleine Bélanger-Leblanc et Madame Thérèse Richard-Pelletier. Donc, eux ont focusé vraiment plus sur Haïti. Dans ce temps-là, qui avait vraiment énormément besoin d'aide. Puis, c'était aussi pour favoriser l'accueil de réfugiés des camps sud-est asiatiques. Donc, ça, je fais juste un bref historique, là, mais ça, initialement, c'était la mission de l'AMI. Puis, de fil en aiguille, ça a beaucoup grandi. Aujourd'hui, ça l'a aidé plus de 25 pays. Puis il y a eu plus de 50 millions de dollars dans retombées socio-économiques. Donc, je dis que c'est une petite OBNL, mais en fait... il y a quand même un gros impact international. Exact. Puis sinon, je me demandais comment se déploie l'action de l'AMI à l'heure actuelle, en fait? Bon, aujourd'hui, il y a 4 grands volets. Donc, les 4 volets principaux, c'est le parrainage. Donc, c'est en fait... si vous habitez à Québec et vous voulez faire une différence dans le monde, vous pouvez investir dans l'éducation des enfants qui sont dans le besoin. Donc ça peut être soit un enfant en particulier que vous allez suivre tout le long de son éducation. C'est à peu près un plan de 10 ans. Ou vous pouvez même aussi parrainer une communauté. Donc c'est un parrainage collectif. Donc ça, ce serait plus une école ou... un couvent, par exemple. Parce que aussi, ça a mentionné, l'AMI, au départ, c'était surtout religieux. Donc, c'était des organisations religieuses, puis c'est entre religieuses qu'il y a eu les principaux liens et donations. Donc, c'est aussi un fait à savoir parce que, les liens ils restent assez forts, puis ça va directement aux enfants concernés. Donc, il n'y a pas de tierce partie. Ensuite, il y a les projets. Donc, il y a des projets qui sont souvent... il y a des investissements faits par Affaires mondiales Canada, donc le AMC. C'est des gros projets. Là. Souvent, c'est au Biapri. On voit ça dans un de nos cours, c'est appel d'offres, mandat d'intervention. Ben, c'est vraiment ça. On voit des appels d'offres qui apparaissent sur le site de l'AMC, puis on répond avec une proposition de projet, puis de comment résoudre ce genre de projet-là. Puis, il y a aussi les micro-projets qui sont plutôt spécifiques. Un exemple qui vient en tête, ce serait l'apiculture au Cameroun. Donc, si, par exemple, on se met à connaître un apiculteur ici,
puis qui serait intéressé à donner des formations aux femmes au Cameroun. Bon, ça s'est déjà fait. C'est vraiment un super projet. Mais c'est à plus petite échelle. Puis ce projet-là a vraiment fait une différence. Donc, ces femmes-là, maintenant, ils ont un revenu stable, régulier, en lien avec la vente et la collecte du miel. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, il y a aussi, les stages. Donc, ça, c'est super intéressant pour les étudiants qui écoutent présentement. Je sais pas si vous vouliez que je vous en parle. Oui, c'est ça. Voudrais-tu nous parler, en fait, est-ce qu'il existe plusieurs types de stages? Si oui, qu'est-ce qui les distingue les uns des autres du meilleur de tes connaissances? Oui, bon, c'est ça. Là, je vais vous parler un petit peu des stages en général. Surtout avec le nouveau Québec sans frontières. Québec sans frontières, vous avez sûrement déjà entendu ça. Oui. C'est en collaboration directement avec Québec sans frontières. Dans le fond, il existe 3 volets principaux. Il y a l'expert. Donc, ça, c'est le programme principal. Donc, ça s'adresse aux Québécois, Québécoises, volontaires, qui ont déjà une expérience de travail à l'international, puis qui possèdent des compétences spécifiques ou une formation particulière. Donc, là, j'ai un exemple en tête. Ce serait, vous avez une formation en enseignement, puis vous voulez développer vos compétences à l'international. Bon, vous pouvez déposer votre CV sur le site web de l'AMI, www.ami.ca. Puis, un des projets qui a eu lieu, c'était en Bolivie. Puis, c'était une enseignante qui a réussi à bâtir un programme vraiment plus spécifique, à apporter son aide. Puis, elle a aussi construit une bibliothèque. Donc, ça l'a vraiment ouvert les portes à la communauté. Directement sur le terrain, à mettre à profit son expertise, de ce qu'on comprend. C'est ça. Elle met à profit son expertise. Puis l'AMI, elle va donner... Il y a un certain budget qui est alloué à ça. Donc, il y a pas vraiment de grosses dépenses qui ont été faites de la poche de cette personne-là. Mais c'est ça, il faut quand même avoir un projet bien établi. Oui. Puis dans le fond, elle le présente, le projet à l'AMI, ou ça se construit comme ensemble? Ça se construit ensemble. Il y a vraiment une interaction. Le projet de terrain, c'est à peu près entre 90 et 180 jours. Puis l'expert ou le volontaire doit suivre des formations de 50 heures avant le départ. Puis il y a aussi une formation retour, donc voilà. Donc, les formations, j'imagine que c'est fourni par l'AMI, par Affaires mondiales. Oui, exact. C'est exactement ça, avec aussi Québec sans frontières. Donc c'est comme une collaboration. Ensuite, il y a aussi les stages spécialisés et les stages réciprocité. Donc ça, c'est sensiblement la même chose. Donc c'est encore une fois des compétences spécifiques. Puis formateur, donc c'est de se rendre dans les pays d'intervention pour former d'autres personnes aussi. Donc c'est pas juste par exemple d'enseigner dans une classe, mais ce serait aussi de former d'autres professeurs. C'est vraiment diversifié. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme c'est ça, c'est pas mal très étendu en fait comme tous les profils. Oui, vraiment. Ce qu'on comprend. Exactement. En fait, pour les stages, si vous avez une idée puis que vous voulez la proposer, vous pouvez pitcher votre idée. C'est pas linéaire en fait. Là, c'est vraiment ouvert. C'est ça. Puis comme je disais, vu qu'il y a eu plus de 25 pays qui ont été concernés avec l'AMI dans le passé, c'est possible. Tout est possible. Présentement, il y a 2 stages qui sont spécifiques, qui sont offerts. Qui sont justement en lien avec le projet qu'on va parler plus tard, mais ça serait au Rwanda. Donc, il y a un stage qui serait avec le marketing. Donc, ça, c'est la personne qui serait choisie pour ça. Elle se rendrait au Rwanda pour documenter le projet SDSR, qu'on va parler plus tard, puis aussi gestion PME, donc petite à moyenne entreprise. Donc, il faut évidemment avoir une formation dans un de ces 2 domaines-là. Mais c'est super intéressant. Moi, je vous recommande. Puis, on va pouvoir en parler aussi un peu plus tard. Oui, c'est certain. Ouais. Présentement, il y a Madame Caroline qui travaille pour S'explique. Bienvenue au podcast A priori.
Allô, désolée pour le petit délai. Il n'y a pas de problème. Voudriez-vous vous présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Allô, donc je m'appelle Caroline Simon, je suis sexologue et coordonnatrice pour l'organisme S'explique. Oui. S'explique, dans le fond, on est un organisme communautaire en éducation et en santé sexuelle depuis 1963. Puis on collabore avec l'AMI là, en partenariat très étroit depuis 4 ans déjà. Ah ben, merci beaucoup de votre présence. Merci. C'est un plaisir. Samia, tantôt, on parlait, c'est ça, que tu travaillais pour l'AMI. En tant que chargée de promotion de projets de coopération internationale, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quoi correspondent les tâches liées à ton présent emploi pour l'organisme? Oui, bon, ben, ça reste assez récent. Mais en fait, moi, mon but premier, c'est vraiment d'offrir une formation, surtout aux jeunes. Donc, d'offrir une sensibilisation en lien avec l'enjeu principal lié à notre projet SDSR Rwanda. Donc, santé et droits sexuels et reproductifs. Donc, je vais me mobiliser dans les écoles secondaires, je vais offrir certains kiosques, puis aussi rendre ça un peu plus jeune, l'AMI, qu'il y ait plus de gens qui connaissent ça, puis c'est pour ça que les réseaux sociaux aussi, ça fait partie d'une des tâches principales. Mais je tenais aussi à remercier Caroline de se présenter aujourd'hui. Je pense que ça va amener une belle dimension au podcast. D'ailleurs, Caroline, je sais pas si tu voulais aussi parler de tes responsabilités, puis c'est quoi que tu fais au quotidien? De votre implication, en fait, là, au sein de l'organisme S'explique. Oui, ben moi, dans le fond, je suis cordo. Donc, c'est moi qui va s'occuper de la planification et la gestion de l'équipe de sexologues et d'intervenantes sexuelles qui est en place, en fait. Donc, moi, c'est moi qui viens dans les podcasts. C'est moi qui fais de la représentation. J'anime aussi des fois, là. Nous, on fait du 0,99 ans toute clientèle. Donc, souvent, quand c'est des clientèles autres que scolaires, c'est moi qui vais y aller. Dépendamment, donner des formations aussi en entreprise également. Donc, puis c'est moi qui est en charge du projet l'AMI, là, cette année. Wow. Puis sinon, Samia, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'équipe de l'AMI en tant qu'étudiante au Biapri, là? Ben, en fait, ça rejoignait tous mes intérêts. J'ai vu l'annonce passer, puis on m'a contacté immédiatement pour rejoindre l'équipe. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que sur le long terme, j'aimerais beaucoup aussi me mobiliser directement, par exemple au Rwanda ou dans d'autres pays où est-ce qu'il y a des interventions. J'ai besoin, en fait, d'avoir ce sentiment-là de faire une vraie différence. Moi, je pense que c'est vraiment pour ça, en fait, qu'on étudie au Biapri. Je sais pas pour vous, les filles, là, mais... Oui, vraiment. C'est vraiment à ça que j'aspire, puis ça répond vraiment à tous mes besoins. C'est fantastique. C'est vraiment un bel organisme aussi, là. Ouais. L'AMI, c'est vraiment une belle équipe, vraiment un beau mandat, là. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez en collaboration avec l'AMI? Ça fait 4 ans. 4 ans. Okay. Oui, c'est un projet de 5 ans, là. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ah, vraiment. Ben, pour entrer dans le vif du sujet, là, pour parler des enjeux de la santé et des droits sexuels et reproductifs à l'international, je me demandais quels sont ces enjeux en question. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, là, moi, je vais me baser surtout sur le site de l'AMC. Oui. En fait, le Canada a un mandat présentement de porter du soutien à tout ce qui est santé et droits sexuels et reproductifs partout dans le monde, mais aussi au Québec. Donc, on va pouvoir aussi en parler, toucher à ça plus tard. Mais c'est vraiment, il y a 4 domaines principaux qui sont liés à la SDSR. C'est l'avortement sécuritaire, les soins post-avortement, l'éducation complète à la sexualité, la planification familiale et les moyens de contraception et la promotion en matière de SDSR. Donc, c'est ça qu'on fait présentement. Il y a aussi un autre domaine qui est prioritaire pour le Canada, mais c'est en lien avec la prévention de la violence sexuelle fondée sur le genre. Donc, ça, on va un peu moins toucher à ça à l'international parce que ça peut être un peu complexe, surtout lié aux normes culturelles. Mais déjà, la partie avortement sécuritaire et éducation complète à la sexualité, c'est déjà un gros mandat. C'est justement pour ça qu'il va y avoir à peu près plus de 100 millions de dollars qui va être investi dans les 10 prochaines années. C'est un engagement de 10 ans, là, entre 2020 et 2030. Est-ce que ça cible des pays en particulier? Je pense que c'est vraiment mondial.
Mais l'AMI, nous autres, on répondait vraiment à un besoin qui s'était exprimé au Rwanda. Au Rwanda. Donc ça va être plus là-dessus. Mais tu sais, juste une petite statistique comme ça, à peu près 61% des femmes en âge de procréer vivent dans des pays où la législation sur l'avortement, c'est restrictif. Puis il y a environ 39 000 décès annuels dus à des avortements non sécurisés. Donc ça, c'est... Puis c'est directement les femmes qui sont affectées. Donc les femmes et les jeunes qui sont pas sensibilisés à ces enjeux-là. Puis à l'international aussi, je pense que il y a les maladies transmises sexuellement aussi qui sont aussi un gros enjeu. Donc voilà, moi c'est vraiment ça principalement SDSR. Je sais pas si tu avais une dimension à apporter pour le Québec. Comment ça se manifeste? Pas tant. En fait, Québec, dans le fond, ça se passe relativement bien si on se compare aux autres, bien évidemment. Est-ce que c'est acquis pour toujours? Non, hein? Faut aller voter bientôt. Par contre, ça va quand même bien. Puis, tu sais, nous, au Québec, comme tu disais, les violences sexuelles, nous, on les moi, je pense qu'il y a du bon puis il y a du moins bon. Premièrement, tu sais, je pense qu'un de nos gros mandats, c'est de déconstruire, démystifier tout ce qui se passe au niveau des technologies, faire la prévention, en fait. Une fois que cette prévention-là est faite, ben, tu sais, les technologies peuvent quand même emmener du bon, là, tu sais, au niveau aider les élèves qui ont des difficultés, entre autres, à avoir accès à du matériel adapté, des choses comme ça. Il y a plusieurs podcasts, plusieurs vidéos qui sont super pertinents aussi pour pouvoir aider au niveau de l'éducation à la sexualité. Donc, je pense que ça peut être un bel outil, tout en faisant la prévention des côtés moins positifs de ces outils-là. Je pense que c'est ce que j'aurais à dire sur le sujet. Sinon, est-ce que vous remarquez des fois comme un peu de désinformation? Si vous avez dit qu'il y avait comme les bons côtés puis les moins bons côtés de cette technologie-là. Fait que du côté un peu plus négatif, est-ce que ça serait plus comme des jeunes qui ont accès à du contenu qui est pas correct ou pas... qui est pas véridique, on va dire. Beaucoup. C'est ça le plus gros mandat, je pense, qu'on a en éducation à la sexualité, c'est de faire un filet de sécurité de bonnes informations pour essayer de bloquer un peu les mauvaises informations, parce que oui, il y en a beaucoup, notamment avec la pornographie, on se le cachera pas. Les réseaux sociaux mettent beaucoup de pression aussi, puis de la pression invisible aussi. Tu sais, la pornographie, c'est comme plus clair un peu ce que ça peut faire comme impact, mais tu sais, les réseaux sociaux, toute la pression au niveau de l'image corporelle, l'estime de soi, se comparer, ça peut avoir des impacts vraiment importants. Fait que c'est sûr que ce qui est important, c'est vraiment d'aller donner des bonnes informations, parce que des fausses, il y en véhicule plein. Autant les stéréotypes, les préjugés, des fausses statistiques, des faux médecins sur TikTok, plein de choses, là. Non, c'est vrai. Et puis sinon, Samia, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous parler de l'éducation complète à la sexualité? Oui. Ben, je pense que ça va de pair justement avec l'impact des technologies. Parce que l'éducation complète à la sexualité, ça le dit dans le mot, il y a le mot complet. Bien sûr, l'accès aux technologies, ça peut pallier un certain manque, surtout dans les pays en voie de développement où est-ce que c'est pas toujours évident d'en parler, par exemple, à ses parents ou à un proche. Donc, ça peut offrir une certaine ressource, mais encore une fois, faut trier la bonne, la mauvaise information. Je souhaitais aussi faire un petit shout-out à Catherine Michaud-Leclerc, qui est une professeure au Biapri, qui a fait une recherche super intéressante. Son échantillon, c'était quelques écoles au Malawi, puis elle a fait une comparaison entre les écoles qui ont accès à Wikipédia versus les écoles qui n'ont pas accès à Wikipédia, donc une encyclopédie en ligne. C'est vraiment restreint à Wikipédia. Les résultats sont probants, donc à peu près 2% d'amélioration dans les résultats scolaires. Puis la sexualité, c'est le sujet principal qui ressort à chaque fois. Donc on peut le voir, c'est probant, les élèves sont intéressés au sujet. Puis ça, je pense que c'est partout dans le monde, vraiment. Puis je me demandais aussi, Caroline, là, je veux juste relancer un peu sur le sujet, pardon. Comment est-ce que les parents peuvent faire, par exemple, pour gérer un peu cette omniprésence de la pornographie sur Internet? Je ne sais pas s'il existe des trucs ou comment sensibiliser les jeunes à ça, parce que c'est pas facile, c'est pas un sujet qui... Non, c'est vraiment pas un sujet facile. Souvent, quand je fais des conférences parents, ce que je dis, c'est vous n'êtes pas obligé de tout aborder avec vos jeunes. On n'est pas obligé d'aborder, par exemple, la masturbation. S'il n'y a pas de problème, c'est un sujet qui est assez intime, mais il y a des sujets qu'on doit aborder.
Par exemple, la pornographie. On n'a pas le choix, on est dans une société hyper pornographique. La pornographie est super accessible. Donc, c'est un des sujets qui doit être abordé par les parents de front, de faire de la prévention, d'éduquer le plus possible. Il y a plein de livres aussi, d'outils, de sites web qu'on peut mettre à la disposition des jeunes. Donc, si on est moins à l'aise en tant que parent, c'est correct. L'important, c'est d'aller chercher des ressources complémentaires, d'outiller, de sensibiliser. Puis moi, je pense qu'en tant que parent, c'est important aussi qu'on ait accès aux réseaux sociaux de nos jeunes, qu'on puisse les suivre, qu'on puisse leur envoyer du contenu positif aussi. Donc, de créer un lien virtuel aussi avec notre enfant, ça a l'air un peu bizarre à dire, mais de rester dans sa sphère virtuelle, dans ce monde-là, pour diluer un peu les contenus qu'il ou elle peut recevoir. Donc, moi, souvent, ce que je vais dire, c'est, suivez vous-même, en tant que parent, des comptes positifs, des comptes sur l'image corporelle positive, l'éducation sexualité positive, s'explique, mettons. Puis, envoyez-en des publications à vos enfants, puis, ouvrez la discussion. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire, mais c'est important de le nommer d'emblée parce que tous les jeunes vont y avoir accès. Là. L'âge moyen de la première exposition à la pornographie, c'est 11 ans au Québec. Fait que c'est important de le faire, puis de le faire tôt également. D'avoir aussi une relation de confiance, j'imagine, avec l'enfant. Mais ça, c'est quand même un beau défi quand l'adolescence arrive. Mais tu sais, je pense que dès qu'on le travaille en jeune âge, ça va arriver. Puis des fois, si on n'a pas la relation qu'on souhaitait, mais c'est des fois d'avoir des adultes de confiance aussi. Tu sais, un frère, une sœur, un ami que tu sais c'est un bon lien avec notre enfant, puis de dire pourquoi pas tu irais pas manger une crème glacée avec mon enfant, puis tu n'aborderais pas ces sujets plus délicats là. Donc il y a plein de trucs qui s'expliquent en conférence parents, entre autres, on peut offrir pour que ça aille mieux. Ben oui, c'est des bons conseils. Puis sinon, on avait déjà discuté là, préalablement à l'épisode, mais il y a comme un exemple plus concret là, justement qui va vraiment venir cadrer les propos d'aujourd'hui, soit le cas du Rwanda. Alors, je me demandais si vous pourriez nous en discuter un petit peu, là, notamment du projet SDARS au Rwanda, puis un peu là, qui est subventionné par Affaires mondiales Canada, puis comment là, c'est en lien avec l'AMI justement, puis quel rôle ça joue? Oui, donc un peu comme j'expliquais tantôt, on travaille aussi avec Affaires mondiales Canada. Puis ça, c'est un projet qui a été subventionné par l'AMC. Donc le but, c'est vraiment d'aider une tranche d'âge entre 15 et 24 ans, des femmes et des jeunes, en lien avec l'éducation à la sexualité. Présentement, ça a bénéficié à peu près à 120 000 personnes au Rwanda. Donc, c'est vraiment un projet qui est connu au pays. D'ailleurs, de leur côté, à la radio, les émissions, ça leur est pas inconnu. Quand je dis de leur côté, c'est pas juste l'AMI qui investit dans le projet, on fait des collaborations avec des organismes qui sont locaux. Donc, il y a le réseau des femmes qui est situé directement au Rwanda, qui ont fait des super belles initiatives, puis nous, dans le fond, on les appuie, puis on les aide à se structurer. Donc, c'est vraiment ça, le rôle de l'AMI. Il faut aussi mettre en contexte, je pense, c'est assez important de mettre le contexte historique. Oui, certain. Parce que le Rwanda, il y a eu un génocide qui a eu lieu en 1994. Puis je pense que cet événement-là a encore des répercussions qui se font sentir aujourd'hui. Surtout chez les jeunes femmes. Aussi, pour nous mettre en contexte, dans 5 prisons rwandaises, il y a eu une étude qui a été faite là-dessus. Il y a à peu près le quart de la population carcérale qui a été emprisonnée à cause d'un avortement illégal. Donc, ça, c'est juste un fait saillant qui explique aussi que c'est vraiment un problème qui est criminalisé. Ces femmes-là, ils n'ont pas de support familial non plus. À peu près 90% d'entre elles ont perdu leurs parents durant le génocide. Donc, il y a un manque de structure, un manque de ressources. Puis, l'AMI vise à pallier un peu ce gros manque-là dans l'éducation à la sexualité, puis dans les soins sexuels et reproductifs, et aussi aux droits des femmes et des jeunes. Oui, certainement. Si on devait définir les objectifs du projet de l'AMI, ça serait ça, en fait, améliorer l'accès aux services de santé sexuelle? Oui, exact. En fait, on peut dévier ça en 3 objectifs principaux. L'AMI, ses objectifs, c'est la formation et le soutien des éducateurs communautaires. Donc, ça peut être autant des spécialistes en santé. Souvent, ça va être la SOGC, donc la Société des
obstétricien et gynécologue du Canada. Exact. Merci. J'ai besoin à dire obstétricien. En tout cas, mais ça va être plus pour l'aspect santé, mais il y a aussi sensibiliser les pères. Donc, ça, c'est les pères éducateurs qui vont aller dans les communautés directement. Donc, il y a des formations qui sont offertes par l'AMI. Puis, c'est vraiment pour expliquer comment utiliser, je sais pas, des pads réutilisables ou les protections quand on veut faire un rapport sexuel. Bon. Il y a aussi, finalement, le dernier objectif, c'est une campagne de sensibilisation au Canada. Donc, on veut aussi impliquer les jeunes Canadiens dans ce projet-là qu'on pense qui est vraiment intéressant. Puis, en lien avec ce projet-là directement, il y a une ligne d'assistance directe de ce que j'ai pu saisir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, donc ça, c'est une initiative qui a été faite par le Réseau des femmes, justement. Donc, il y a deux personnes qui sont constamment à l'autre bout du fil. Puis, la ligne, elle sonne constamment. Donc, la hotline, il y a à peu près 8800 appels qui ont été répondus sur un objectif de 24 000 dans le projet de 7 ans à peu près. Là, c'est jusqu'en 2027. Donc, ça fonctionne très, très bien. Tout le monde est au courant de cette ligne d'écoute. Donc, je pense que c'est un des meilleurs services, en fait, qui a été établi grâce à l'AMI, justement, au soutien de l'AMI. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu aurais comme des statistiques un peu peut-être à nous partager en lien avec ce projet, en fait, d'envergure-là, quand même, là, tu sais, qui est assez marquant? Ben, bien sûr. Donc, en fait, je parlais un peu des matériels techniques qui ont été distribués. Ben, il y a eu 61 000 préservatifs qui ont été distribués. Wow. Ça l'aide à la sensibilisation. Puis c'est aussi du matériel qui est très intéressant à avoir gratuitement. Il y a eu à peu près 1140 séances d'activités de sensibilisation faites par les pères éducateurs. Les communautés qui sont ciblées, oui, c'est les communautés locales qui n'ont pas nécessairement accès à l'information, mais aussi les travailleuses du sexe. Donc, c'est aussi une communauté qui est très vulnérable, qui est souvent banalisée aussi. Donc, il n'y a pas de... Je dirais, c'est vraiment toutes les communautés qui sont plus vulnérables, qui sont ciblées. Puis il y a aussi les parents. Évidemment, il y a des formations offertes pour les parents spécifiquement. Justement, en lien avec les plaidoyers qui ont lieu présentement au Rwanda, parce que il y a des réformes qui se font dans les lois présentement, ce qui est vraiment une bonne chose. Justement, là, on parlait de statistiques, là. À peu près la moitié de tous les avortements qui sont réalisés, c'est fait par des personnes qui sont sans formation professionnelle. Donc, c'est les femmes elles-mêmes, c'est des tradipraticiens. Puis ça amène à 40% de ces interruptions de grossesse qui entraînent des conséquences médicales graves. Parfois la mort. Donc, ça, c'est aussi, je dirais, une des causes, c'est directement dans les lois. Parce que c'est seulement certains médecins qui peuvent pratiquer. Puis il y a très peu de médecins, très peu d'hôpitaux aussi. C'est des hôpitaux districts, donc il y a à peu près 40 hôpitaux qui desservent 6 millions de femmes. Donc c'est une situation qui est quand même critique. Ouais, c'est ça. Exact. Donc le but des réformes des lois, des plaidoyers, c'est d'agrandir un peu les personnes professionnelles qui peuvent exercer ces genres de services-là à la santé. Puis aussi, un autre plaidoyer qui est vraiment intéressant, qui est en lien justement avec les parents, c'est que l'accès au contraceptif, il faut avoir l'accord parental. Okay. Donc, les jeunes ne peuvent pas se présenter à une pharmacie puis demander d'avoir des condoms comme ça. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un parent qui signe une décharge. Donc, ça, c'est un problème qui est intrinsèquement lié aux lois. Oui, c'est ça. C'est un obstacle quand même assez considérable. Ben oui, parce que l'âge je dirais l'âge moyen où est-ce qu'il y a la première relation sexuelle au Rwanda, c'est 13 ans. Okay, donc, sans l'accord de tes parents, en fait, tu peux rien faire. C'est
C'est ça. Donc, ça illustre vraiment un problème qui est systémique aussi. Donc, définitivement. l'AMI va appuyer ces plaidoyers-là, elle va aider aux communications entre le réseau des femmes et le gouvernement qui est en place. Donc, c'est ça. Donc, il y a des changements proactifs qui ont lieu. Puis, il y a une clinique aussi qui a ouvert récemment. C'est la clinique Karamé à Kigali, la capitale. Puis cette clinique médicale, elle est durable, moderne. Puis c'est la première clinique qui est spécialisée pour les jeunes et les femmes en lien avec la sexualité. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée. Puis il y a aussi un logiciel de gestion de données, Clinique Plus. Donc c'est vraiment une clinique qui est moderne. C'est vraiment des aides qui sont diversifiées, en fait. Oui, certainement. Alors sur ça, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Samia, voudrais-tu nous parler un peu, puis aussi Caroline, des défis rencontrés par les jeunes Québécois en matière de sexualité? Ben, je pense que ça va être Caroline. Caroline, oui, vous l'expliquer. Ben, moi, de mon côté, en fait, j'ai juste rencontré une seule difficulté principale. Je pense que ça faisait partie de ce qu'on expliquait plus tôt, mais c'est la désinformation. Parce que en faisant un kiosque, j'avais plusieurs statistiques, j'avais fait un tableau, fallait placer des chiffres Québec-Rwanda. Puis ça mobilisait les jeunes à essayer de placer les bons chiffres au bon endroit. Bref, mais il y avait une catégorie que c'était pourcentage des personnes atteintes du VIH. Puis j'ai eu beaucoup de questions sur le VIH. Donc je pense qu'il y a certaines maladies transmises sexuellement qui sont pas assez parlées, mais qui sont surtout moins prévalentes, par exemple au Québec que partout dans le monde. Donc ça, je pense que c'est le principal que j'ai pu remarquer. Mais Caroline, je sais pas si tu voulais... plus en profondeur. Ben, c'est sûr que, tu sais, on peut s'entendre qu'on est quand même très privilégié ici, là. Surtout si on est en train de parler du Rwanda, quand même. On est quand même très privilégié, mais quand même, au niveau de l'éducation à la sexualité, c'est pas encore optimal non plus. Depuis 2018, il y a le retour à l'éducation à la sexualité obligatoire dans les écoles de première année à secondaire 5. Depuis cette année, en fait, maintenant, c'est par le cours CCQ, qui est majoritairement l'éducation à la sexualité. Il y en a aussi en dehors de ce cours-là, mais disons que la majorité se trouve dans culture et citoyenneté québécoise. L'enjeu premier, c'est que les profs, la majorité ne sont pas formés. Non, c'est ça. Ne sont pas formés et ou à l'aise de donner ces contenus d'éducation à la sexualité-là. Puis, comprenez-moi, c'est vraiment pas la faute des profs, là. Je veux dire, moi, ce travail-là, je les trouve extraordinaires. Je trouve tellement qu'ils font beaucoup avec peu, là. Mais c'est ça, c'est que c'est pas égal partout. L'éducation à la sexualité, l'année passée, il y a eu la grève des enseignants. Donc, la première chose qu'on a mis de côté, souvent, c'est l'éducation à la sexualité. Il y a eu la pandémie, on a mis de côté l'éducation à la sexualité. Donc, c'est vraiment pas tous les jeunes qui ont les mêmes informations de la même façon. C'est pas les profs qui vont tout aborder de la même façon non plus. Donc, c'est vraiment pas équivalent, égalitaire, l'éducation à la sexualité. Si on va dans des clientèles plus particulières, nouveaux arrivants, des jeunes avec une DI, un TSA, là, les statistiques au niveau de l'éducation à la sexualité chutent énormément. Donc, il y a beaucoup de... C'est ça, c'est pas égal encore. Il y a un manque d'uniformité aussi dans complètement. la façon que c'est délivré de ce que je comprends, là. Vraiment. À travers le Québec. À travers le Québec, en région aussi. Puis, tu sais, les profs font vraiment ce qu'ils peuvent, mais c'est pas facile dans la formation. Il y en a pas nécessairement. Ils ont pas assez d'heures de formation. Ils doivent choisir au travers de plein d'autres choses. Fait que je comprends que c'est vraiment pas facile pour tout le monde, mais ça a vraiment un impact. Il y a eu un trou au niveau de l'éducation à la sexualité aussi. Là. Il y a une génération qui en a juste pas eu. Oui, exact. Oui, c'est ça. Mais puis ça se voit, j'imagine aussi, peut-être dans les statistiques et tout, mais... Oui, tu sais, depuis le mouvement MeToo, on est de plus en plus sensibilisés par rapport au consentement, tout ça, mais tu sais, reste que il y a une génération complète qui n'a pas eu ces informations-là, qui n'a jamais eu une réflexion sur le consentement, qui les jeunes ont comme appris sur le tas, si on veut. Dans les réseaux, sur Internet. Oui. Puis comment est-ce qu'on pourrait décrire les impacts, en fait, de ce gap, de ce manque d'accès à l'information, puis de ce manque d'uniformité-là? Ça pourrait être quoi les répercussions? Ben, la première répercussion majeure, c'est les violences à caractère sexuel, en fait, parce que l'éducation à la sexualité, son avantage premier, c'est la prévention des violences sexuelles. Donc, il y a vraiment eu
c'est ça, un mouvement, un moment où le consentement, bon, on savait pas c'était quoi, en fait. Ben, c'est récent, en fait, qu'on comprend le consentement, c'est quoi, tout simplement. Avant non plus, il n'y en avait pas vraiment. Donc, toute la séduction, il y a des enjeux au niveau de la masculinité aussi, qu'on en parle, là, mais tu sais, comment est-ce qu'un homme doit approcher une femme dans un contexte très hétéronormatif, mais encore là aussi, comment est-ce qu'il peut bien l'approcher, puis comment le faire de façon positive, la femme, comment bien recevoir aussi une séduction, tu sais, c'est toutes des réflexions, des enjeux que c'est pas si clair. Fait que tu sais, si on outille les jeunes le plus possible à ces réflexions-là, à comment accepter un refus aussi. Ouais. Tu sais, c'est tous des détails, mais ça, on est vraiment on est loin de la contraception, tout ça, mais ça aussi, ça nous prend ça. Exactement, c'est ça. C'est tout aussi nécessaire, là, vraiment. Tu sais, souvent, on pense santé, droits sexuels et reproductifs, mais c'est beaucoup plus large que ça, de ce qu'on peut voir, là. Oui. Fait que tu sais, juste le respect de soi, de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme, en tant qu'homme. Le message, c'est qu'on peut tout faire. Oui. Mais de façon respectueuse, bien évidemment. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un gros écart. Puis notamment, les clientèles plus vulnérables ont vraiment moins d'accès à l'éducation à la sexualité. Fait que ça, c'est vraiment un problème important. Ben justement. Et puis vous, Caroline, vous êtes impliquée, de ce que j'ai pu comprendre, là, par rapport un peu à l'éducation pour les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec. Est-ce que vous pourriez nous parler des initiatives locales qui sont prises pour justement outiller ces personnes, ces nouveaux arrivants au Québec? En fait, il y a le Centre multiethnique de Québec, entre autres, avec qui on a une collaboration. On rencontre certains groupes de nouveaux arrivants fraîchement arrivés, là. Puis on leur donne, entre autres, un atelier sur les relations interpersonnelles au Québec. Ouais. Tout simplement. Mais ça, je le donne aussi dans certains centres de formation professionnelle, certains endroits où il y a des nouveaux arrivants, en fait. Il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressés par le sujet. Puis, tu sais, il y a beaucoup de mythes et préjugés là, par rapport à la séduction et tout ça. La plupart des gens qui arrivent ici, on s'entend, veulent bien s'intégrer et veulent bien faire les choses. Donc, sont super ouverts à ce qu'on dit. Souvent, c'est juste de leur apporter, c'est quoi les droits et les responsabilités ici. Fait que, tu sais, moi, quand j'aborde un sujet comme ça, c'est vraiment pas de façon moralisatrice ou de donner les grandes lignes. C'est plus de façon générale, qu'est-ce qu'on s'attend à? Puis, qu'est-ce qui est considéré comme respectueux ou pas ici? Fait que aussi simple que tu peux pas siffler quelqu'un dans la rue ici. C'est ça. Mais si on te l'a jamais dit, tu le sais pas. Tu le sais pas, puis c'est comme ça que tu séduisais peut-être avant. Juste le fait que quand tu es une femme, on s'adresse à toi, on s'attend à ce que toi tu nous répondes, pas que ça soit nécessairement ton conjoint qui nous réponde. Donc c'est des choses qui peuvent entretenir des mythes puis des préjugés puis des c'est ça. Fait que on travaille beaucoup dès qu'il y a un milieu là au niveau du Québec qui me demande ça, j'essaie d'y aller le plus possible parce que je pense que c'est vraiment des enjeux qui peuvent avoir des répercussions puis faire de la prévention de la violence sexuelle aussi encore là, ça vient certainement. Ouais. Puis diriez-vous que c'est quand même bien reçu quand vous donnez des formations, ils sont quand même les immigrants qui sont vraiment quand même à l'écoute puis ils veulent s'intégrer? Vraiment. Ouais. Vraiment, ouais. Puis tu sais, il y en a des fois que je vois qu'il y a une réticence, mais les réticences sont plus au niveau des femmes. Que des hommes, souvent. On aurait tendance à j'aurais peut-être l'inverse. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappée parce que souvent, les hommes sont vraiment en ouverture puis ils veulent... Ils ont toujours eu un statut, là, selon de où ils viennent, bien évidemment, où ils ont accès à prendre des décisions pour eux-mêmes. Oui. Versus les femmes qui, plusieurs ont été brainwashées, si on peut dire que ton rôle de femme est comme ça. C'est comme intériorisé. Ça. Exactement. Okay. Donc, ils ont même pas comme ils savent pas qu'ils peuvent s'ouvrir à autre chose des fois. T'sais, ils ont jamais eu la possibilité de penser par eux-mêmes. Donc c'est sûr que quand j'arrive avec un discours qui est complètement l'opposé, c'est que ton conjoint peut s'occuper des enfants. T'sais, il rit, puis je vois que c'est des rires. J'imagine. C'est des rires nerveux de voyons, ça se peut pas. Alors que souvent le conjoint va être comme on arrive au Canada, d'accord, on peut changer certaines façons de voir les choses puis tout ça. C'est vraiment des beaux échanges. Puis j'ai jamais eu de confrontation dans des rencontres comme ça là. Mais c'est beau de voir comment les personnes sont réceptives. Justement, c'est vraiment juste pour comme un meilleur vivre ensemble, c'est ça. Oui, mais c'est ça l'objectif en fait. Ouais. C'est pas de les changer, c'est juste de leur amener une autre façon de voir les choses pour s'assurer que effectivement tu l'as bien dit, le vivre ensemble est mieux. Ouais.
Sinon, Samia, tantôt, tu nous as parlé du réseau des femmes. Est-ce qu'il y aurait des témoignages qui ont été recueillis sur le terrain qui pourraient être comme mettre un peu en lumière sur la situation au Rwanda? Puis, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de ces témoignages sur la réalité sociale? Ben, pour faire un lien avec ce que nous disait Caroline un peu, c'est encore une fois, nos témoignages, c'est beaucoup des mères, c'est beaucoup des femmes qui expriment une opinion qui est assez traditionnelle, traditionnaliste, qui choque un peu. J'avoue que je m'attendais pas nécessairement à ça, surtout, tu sais, dans une formation qui explique que les parents sont encouragés en fait à accompagner leur enfant qui tombe enceinte. Ouais. Parce que ça, ce n'est pas punissable par la loi en dessous de 18 ans, heureusement. Là, ça, c'est un des points un des trucs positifs, exact, des lois au Rwanda. Fait que je vais juste vous lire certains témoignages. Donc, il y a une mère qui explique que accompagner les adolescentes à l'hôpital pour un avortement, c'est un acte de meurtre. Donc, c'est douloureux. Je ne peux pas accompagner mon enfant pour un avortement. Un parent qui fait cela, ce n'est pas différent d'un meurtrier. Quand les problèmes arrivent, on doit les affronter. C'est vraiment des déclarations fortes, comme de comparer un avortement à un... C'est frappant quand même. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est aussi des traumas intergénérationnels. Ça fait depuis tellement longtemps qu'il y a une certaine condition, comment voir les interruptions de grossesse, puis ça s'est très longtemps fait de façon très dangereuse aussi. Donc, pour la mère, j'imagine qu'elle voit ça comme un acte de meurtre, non seulement pour sa petite fille, mais sa fille elle-même, parce qu'elle risque aussi de décéder dans l'opération. Donc, c'est assez intense. Puis une autre mère dit aussi, c'est comme donner aux filles la liberté de faire ce qu'elles veulent. Je préfère qu'elles gardent l'enfant puisqu'elle l'a conçu. Fait qu'on met vraiment la faute sur la femme. Oui, exact, c'est ça. Ouais, c'est vraiment elle qui a comme le fardeau, en fait. Là. Oui. Puis il y a même un dernier point là, en lien avec ça, que il y a certains parents qui vont cacher les auteurs des grossesses précoces dans l'espoir d'avoir des gains financiers. Donc, ils vont connaître le père de l'enfant, mais ils vont pas nécessairement le dévoiler au grand jour. Ils vont essayer plutôt d'avoir comment appeler ça, pas une rançon, mais réussir à faire du chantage un peu. C'est ça, le chantage, puis d'avoir de l'argent par rapport à ça. Donc, voilà les témoignages que j'ai d'un père éducateur sur le terrain en lien avec c'est la formation pour un des plaidoyers. Ben, c'est vraiment marquant, honnêtement, puis mais ça nous ouvre les yeux sur c'est quoi la réalité de, justement, sur le terrain. Oui, sur le terrain, comment ça se passe. Un peu en lien avec ça, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des différents mythes qui sont liés à l'éducation sexuelle là, au Rwanda notamment, puis comment vous avez pu prendre connaissance de ces mythes-là, en fait? Oui. En fait, j'en ai noté plusieurs. Que je vais pouvoir vous partager, mais c'est vraiment de fil en aiguille, en lisant des articles, en lisant des rapports, en parlant avec les experts sur le terrain, puis le réseau des femmes, puis même la SOGC. Donc, c'est autant les experts, les médecins, les sages-femmes, puis les personnes qui ont été touchées par le programme SDSR Rwanda. Donc, un des mythes que j'ai pu entendre souvent, c'est qu'une relation sexuelle non protégée avant la puberté, ça compte pas. Je pense aussi que c'est un mythe qui est c'est pas juste spécifique au Rwanda. Si je me trompe pas, c'est assez partout. C'est répandu quand même, là. Ben oui, parce que je me rappelle avoir entendu ça aussi quand j'étais jeune. Si t'as pas eu tes premières menstruations, tu vas pas tomber enceinte. Si t'es pas... donc, c'est des choses qui c'est assez... je pense que c'est pas très bénéfique, en fait, là, c'est de la désinformation. Caroline, je sais pas si tu avais déjà entendu ce mythe-là. Ben, j'ai déjà entendu qu'on pouvait pas devenir enceinte si on n'avait jamais eu nos premières menstruations, mais que là, ça comptait pas. Non, je l'avais jamais entendu. Je trouve ça violent, en fait, là, comme mythe. Oui, effectivement. Un autre
un autre mythe, c'est en lien avec les positions sexuelles. Une relation sexuelle non protégée debout, donc à la verticale, ça permet de pas tomber enceinte aussi. Donc ça, c'est un autre mythe que j'ai pu entendre souvent. Je sais pas s'il y en avait d'autres en lien avec les positions sexuelles que t'as entendu. J'ai déjà entendu, selon la position, tu peux déterminer le sexe de l'enfant à naître. C'est un mythe. Oui, puis c'est un mythe que t'as comme une chance sur 2 que ça marche, tu sais. Ben oui. Ça alimente un peu le mythe. Oui, exactement. Fait que moi, ça, je l'ai entendu au Québec, là, souvent. Là. Pour vrai? Québec, ouais. même. Oh. Mais c'est quand même une superstition. Moi, pour moi, j'ai jamais entendu. Mais c'est comme échapper une fourchette, tu vas avoir la visite. Oui, c'est vraiment ça. Parfait. Un autre mythe que j'ai entendu, c'est plus en lien avec la morphologie corporelle. Puis, les enfants sortent du nombril. Moi, j'ai entendu ça beaucoup. Beaucoup de Rwandais pensent que ça sort de là. C'est parfois utilisé aussi pour décrire la conception, mais c'est biologiquement qui est incorrect. Un autre mythe, ce serait de boire du savon. Ça, c'est dangereux. Clairement. Ouais. Ça, c'est horrible. En fait, c'est pas comme le Tide Pod Challenge. Là. C'est vraiment... Tu bois du savon un peu comme un plan B. Là. C'est une façon d'éviter de tomber enceinte. C'est un des comportements les plus extrêmes pour un avortement clandestin. C'est quand même fréquent au Rwanda? Oui. C'est assez fréquent. Comme je disais tantôt, à peu près 40% des avortements clandestins ils finissent à l'hôpital de toute façon. Oui. Mais oui, c'est assez fréquent. Mais sinon, c'est des tradipraticiens qui vont exercer plusieurs méthodes non conventionnelles sur le corps des femmes. Puis souvent, là, c'est des répercussions qui sont à long terme. Là. Oui, c'est sûr. Donc, ça met vraiment en lumière, en fait, le besoin criant d'une meilleure éducation, essentiellement. Pour la santé et les droits reproductifs. L'accès à la contraception aussi, vraiment. Ouais. Au Rwanda, est-ce que c'est... Tantôt, tu l'as mentionné, est-ce que c'est gratuit? Oui. C'est quoi les différences essentiellement en fait? entre le Québec et le Rwanda pour mettre, mettons, les choses plus en perspective, je dirais? Oui, en fait, une des... je trouve la contraception est gratuite pour tous. On serait prêt à penser que ce serait, par exemple, les pays plus développés. Mais souvent, c'est les pays en voie de développement qui ont accès à la contraception gratuite. C'est sûr que là, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de restrictions légales où est-ce qu'il faut être accompagné par un parent, par exemple. Mais c'est des programmes qui sont subventionnés, par exemple, USAID. Donc, c'est des projets qui sont financés. Donc, entre le Québec et le Rwanda, la contraception est gratuite seulement au Rwanda. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Moi, ça m'a beaucoup étonnée. J'essayais de faire des comparatifs entre le Québec et le Rwanda, puis je dirais que c'est assez choquant. Là. Moi, je pense que ça devrait... Bon, on veut pas rentrer en politique, en fait, mais c'est un des aspects positifs, en fait, de l'aide internationale. D'ailleurs, si vous considérez investir à l'international, l'AMI va accueillir vos dons. www.ami.ca. Puis au niveau du VIH puis du sida, les différences entre le Rwanda puis le Québec, ça ressemble à quoi, dans le fond? Oui. Donc, j'ai une statistique. En fait, je vais juste dire une phrase, puis il faut deviner si c'est le Québec ou le Rwanda. Là. Parfait. Okay, j'ai demandé à Caroline. Le nombre de personnes atteintes du VIH-Sida est en augmentation. Est-ce que c'est le Rwanda ou le Québec? Mon Dieu. J'ai envie de te dire, j'espère ni un ni l'autre. Oui, malheureusement, c'est les deux. C'est les deux, hein? C'est ça, je pense. Oui, ça reste un problème majeur dans les deux régions. Juste pour nous mettre en contexte, là, c'est 900 sur 100 000 jeunes au Rwanda qui sont atteints. Pour le Québec, c'est 5 sur 100 000, mais c'est en augmentation. Donc, c'est 900 sur 100 000, c'est presque 1%. Là. Donc, c'est assez intense. Ouais. C'est vraiment marquant comme statistique. Une autre statistique, si tu es une fille au secondaire, tu peux te faire expulser de l'école si tu tombes enceinte.
ça, comment ça se passe en fait? Je sais pas si tu as déjà eu des cas où c'est des jeunes filles qui sont au secondaire. Comment les filles ou les jeunes femmes qui décident de garder leur enfant, là, comment ça se passe au secondaire? Est-ce qu'il y a le tabou est encore hyper présent? Est-ce qu'elles restent à l'école secondaire? Je pense que c'est des choix personnels. Je sais qu'il y a certaines écoles spécialisées pour des jeunes mères, entre autres. Dépendamment c'est où. C'est sûr qu'en région, malheureusement, il n'y a pas ces options-là. Oui, il y a encore des tabous, des préjugés, bien évidemment, de l'intimidation qui va venir avec ça, on se le cachera pas. Je pense que ça va quasiment être du cas par cas. Ouais. J'ai envie de te dire, selon les disponibilités d'endroits où tu es, là, c'est quand même grand, Québec. Ouais. Mais je sais qu'il y a des écoles spécialisées pour les aider. Mais à ma connaissance, tu peux pas mettre quelqu'un dehors, là, par contre. Là. Effectivement, c'est pas une pratique courante au Québec, mais au Rwanda, oui. Donc, les écoles au Rwanda peuvent... ils ont un pouvoir discrétionnaire pour expulser les filles enceintes. Même si la loi sur l'éducation stipule qu'elles doivent être intégrées, mais il n'y a pas vraiment d'aide pour ces filles-là qui sont vulnérables. Puis avec l'AMI, est-ce que vous offrez aussi un accompagnement pour des situations comme ça? Ou est-ce que comme des sur mesures le terrain, qui sont mises en place? Oui, ben ça va surtout être les pères éducateurs du réseau des femmes qui vont répondre à toutes les questions des filles et des femmes. Puis comme je disais tout à l'heure, la ligne d'écoute, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a énormément d'appels. Puis c'est beaucoup... référer aussi à d'autres ressources d'aide. Oui. Parfois, c'est l'expulsion de chez ses parents. Bon, la fille devient itinérante en plus d'être enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, il y a beaucoup de rediriger la personne aux bonnes ressources. Puis, finalement, bon, j'ai d'autres cas ici. Il existe une reconnaissance légale pour les couples LGBT+. Donc, est-ce que c'est au Québec, au Rwanda ou les deux? Comment ça se passe au Québec, Caroline? J'ai envie de dire que ça se passe relativement bien si on regarde ailleurs. C'est sûr que présentement, les stats nous disent qu'il y a de moins en moins d'ouverture au Québec. Beaucoup plus de préjugés, de discrimination qu'il y avait avant. Donc, on travaille à ramener le balancier, bien évidemment. Par contre, au niveau des droits, les droits sont encore là, par contre. Là. Au Rwanda, je sais pas, mais tu vas pouvoir nous le dire. Mais au Québec, les droits, au moins, sont là. Même si l'ouverture à la population, ça devient plus difficile. Oui, ben c'est ça. Malheureusement, le mariage puis l'adoption, c'est pas possible au Rwanda dans un couple LGBT+. Donc, ça, c'est pas de reconnaissance légale. Mais ça m'étonne, ça me choque la statistique que tu viens de nous sortir sur le Québec. Ça va un peu en régression. Ouais. C'est vraiment ce qui sort dans les médias aussi, comme dernièrement, mais c'est frappant, je trouve. Puis on dirait, on s'attendrait pas à ça au Québec, on dirait. Mais je pense qu'on reçoit comme aussi la vague des États-Unis, puis toute cette espèce de vague de régression, puis tu sais, veut pas, ça a un impact là, sur les réseaux sociaux, tu sais, sur les médias, on est tellement comme exposés à ça, qui est comme... Oui, on n'embarquera pas dans le politique encore une fois, mais on sent une vague là, quand même certainement déferler sur le Québec. Oui. Puis un petit peu en lien justement avec les différences entre le Québec et le Rwanda sur les questions justement là, de santé sexuelle notamment. C'est quoi les différences culturelles entre ces deux États-là, je pourrais dire, là, justement en lien avec juste la sexualité? Donc, quand on parle notamment du consentement, les rôles familiales ou même la séduction? En fait, le rôle familial, c'est surtout ça que je pense que c'est plus probant, en fait. Là. Ouais. J'ai entendu dire que la tante paternelle, c'est vraiment celle-là qui est la sexologue attitrée dans toutes les familles. Puis, c'est souvent des rencontres chez les jeunes filles qui sont dédiées justement pour les expiations en lien avec la sexualité. C'est sûr que c'est vraiment spécifique au Rwanda, puis à certaines religions traditionnelles. Mais pour ce qui est du consentement, de la séduction, là, je pense que, Caroline, je sais pas si tu avais des exemples plus internationaux, parce que tu l'avais abordé tout à l'heure en lien avec tes formations, mais comment, est-ce que c'est vraiment différent ailleurs? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la séduction, les codes sociaux sont vraiment différents partout, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui se ressemblent, mais encore là, c'est souvent très hétéronormatif
les codes sociaux. C'est souvent, il y a des liens historiques, hein, tu sais, le fameux mythe que c'est le garçon qui devrait faire les premiers pas. Ça vient quand même du fait qu'avant, ici aussi, il fallait que le garçon demande la permission au papa pour pouvoir séduire et faire courtiser la jeune fille. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça, c'est des relents encore. Tu sais, moi, je pose cette question-là dans les écoles, puis souvent, c'est comme, ben non, les filles aussi peuvent séduire. Pourquoi c'est moins souvent ça? Pourquoi c'est souvent moins bien perçu? Fait qu'il y a encore des mythes qui vont être là. C'est sûr que avec la vague MeToo puis tout ce qui est au niveau du consentement puis l'égalité au Québec, on est vraiment plus, je pense que fragile et frileux pour une séduction. Faut que ça soit bien fait. Oui, ben oui. Puis c'est correct là, mais tu sais, je pense que ça peut poser aussi un stress pour l'homme de pas savoir comment s'y prendre pour être dans les limites du correct ou du pas correct. Fait que exact. Ben c'est pas pour rien qu'il y a des mouvements plus opposés qui ressortent aussi en lien avec ça. Donc c'est sûr que l'important c'est que tout le monde soit bien là-dedans. Sauf que quand on est un peu insécure, ben des fois on peut aller vers l'extrême opposé aussi. Fait #not all men. Non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, ça serait plus de là l'importance des programmes aussi dans les écoles. La plupart passent par là, en fait, par l'éducation. Exact. Puis tu sais, d'avoir une belle collaboration puis une belle communication aussi par rapport à nos attentes, être capable de s'ouvrir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, tu sais, c'est individuel aussi les réflexions. Pas pour rien que le cours de CCQ, l'objectif, c'est d'ouvrir l'esprit critique des jeunes puis la réflexion, en fait. Là, c'est sur papier, c'est un excellent programme. Là. Ouais. Après ça, sur pratique, c'est sûr qu'il faut mieux outiller les... Comme tout. Ouais. Exactement. Mais je me sens vieille, mais CCQ, quand est-ce que ça a été... Ça a commencé cette année. C'est cette année? Ouais. Ah, OK. Fait que c'est tout récent, mais j'imagine que, tu sais, avec le temps, justement, tu sais, l'enseignement va un peu se perfectionner. Ouais. Ah, j'ai bon espoir. J'y crois. Puis les profs veulent tellement. J'imagine que c'est pas la volonté qui manque vraiment pas, là, tu sais. Plus de sexologues dans les écoles. Ça serait très bien. Oui, vraiment. Alors, en conclusion, en fait, est-ce que, Samia, tu voulais nous partager un peu, justement, sur quoi tu t'es appuyée aujourd'hui? Puis si tu avais un petit mot pour la fin de cet épisode. Oui, bon, j'ai fait une petite liste de ressources intéressantes. Si vous êtes intéressé à en prendre plus, bien sûr, il y a Affaires mondiales Canada, il y a l'AMI, www.ami.ca, puis il y a aussi notre chaîne YouTube. Moi, je vous la recommande vraiment parce que vous allez voir des reportages super bien faits, des témoignages qui sont traduits du Kenya-Rwanda. C'est vraiment du bonbon. Donc ça, c'est l'AMI 840. Quand vous recherchez ça, l'AMI, sans apostrophe, l'AMI 840 sur YouTube. Ouais. On mettra le lien au pire dans la description là, pour que ce soit davantage accessible. Parfait. Merci beaucoup. Puis les autres, en fait, c'est beaucoup des sites du gouvernement. Il y a l'Institut national de santé publique. Il y avait aussi l'article super intéressant de la professeure du Biapri, Catherine Michaud-Leclerc. Il y avait aussi plusieurs études qui ont été faites au Rwanda par le Guttmacher Institute. Je ne sais pas si je le dis bien, je pense pas. Puis l'Institut de la statistique au Québec, ministère de la Santé, Services sociaux. Puis aussi le site de l'UNESCO et bien évidemment S'explique, c'est s'explique.org. Alors, merci à nos invités. Vraiment, là, on a vraiment eu une excellente discussion. Alors, c'est ce qui conclut notre dernier épisode de la 5e saison d'A priori. Merci beaucoup à nos invités Samia Dion et Caroline Simon d'avoir été des nôtres puis de nous avoir éclairés sur les enjeux liés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Merci beaucoup. Puis on se dit à l'automne prochain pour une prochaine saison de A priori.